Ils sont sportifs, écrivains, experts ou encore artistes. Ils participent à la vie d'Antibes-Juan-les-Pins. Ils sont l'ADN de la cité, sa mémoire, ses visages, son énergie vitale. Bienvenue dans le podcast Acteurs d'Antibes-Juan-les-Pins. Aujourd'hui, je rencontre Sébastien Amar, grand architecte de live. Sébastien, c'est le directeur artistique des Nuits Carrées, la scène antiboise de musique urbaine qui fête ses 20 ans cet été avec une programmation qui risque fort de vous rendre heureux. Bonjour Sébastien Amar. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans ton univers, à la School, un lieu d'art qui est rare. C'est un endroit où on peut venir apprendre à jouer de la musique, à peindre. Et c'est une ancienne école de la ville, une école publique que tu as complètement investie. Raconte-nous. L'histoire, elle commence il y a bien des années où on installait un petit peu le siège de notre association, La Belle Note, qui est l'association qui est née en 2005 à Antibes. Et on installait un petit peu notre local associatif dans une des 3 salles de classe de cette ancienne école de la Croix-Rouge qui date donc de 1929. Et avec le temps et un petit peu la multiplication de nos activités, on a eu l'occasion de réhabiliter complètement cette aile de l'école, donc les 3 salles de classe, et d'en faire ce qu'on a appelé un centre d'art urbain et musical. Donc on a amené la continuité de son rôle premier à ce bâtiment qui est celui de la transmission. Dans une école, on l'a appelé la School. C'est un lieu qui transpire la transmission et on a essayé, parce que c'est ce qui anime notre quotidien, de créer les meilleures conditions de transmission d'une œuvre, quelle qu'elle soit, entre celui qui l'a fait et celui qui la reçoit. Ce que je suis venu célébrer aujourd'hui avec toi, fêter même je dirais, c'est les 20 ans, un bel anniversaire, celui des Nuits Carrées. C'est un très bel anniversaire qui fait suite aux 20 ans de la structure de la Belle Note. Donc on multiplie les anniversaires de 20 ans. Et les Nuits Carrées, c'est 20 ans d'aventure, d'écoute, de remise en question. Là, il va falloir qu'on rembobine un peu, que tu me dises comment ça démarre les Nuits Carrées. Les Nuits Carrées, ça démarre. On vient de créer l'association La Belle Note, comme je disais, en 2005. Et cette association, au départ, a la vocation d'accompagner des projets artistiques du territoire. Et dans ce cadre-là, on arrive à faire jouer ces projets musicaux à une fête de la jeunesse et des sports dans l'amphithéâtre du Fort Carré en 2006. On propose cette programmation musicale, donc nous, on est une jeune association, et le maire d'Antibes-Juan-les-Pins, Jean Leonetti, que je ne connais pas, vient à notre rencontre pour m'expliquer que cet amphithéâtre absolument fabuleux vient d'être réhabilité à accueillir du public, donc peut devenir ce qu'on appelle un ERP, un établissement recevant du public, et qui serait intéressé pour recevoir un projet d'événement. Bon, nous, il ne fallait pas nous le dire 2 fois, on s'est enfermé pendant plusieurs mois, et puis on est arrivé avec une proposition d'événement pluridisciplinaire à l'époque, qui allait mélanger musique actuelle et théâtre, et qui était animé par une pensée commune avec le maire d'Antibes-Juan-les-Pins. Aujourd'hui, Antibes-Juan-les-Pins a des événements de prestige, a un certain nombre d'offres artistiques et culturelles ciblées sur des publics. Comment, aujourd'hui, on va aller toucher des publics de trentenaires, jeunes parents, jeunes familles, dans un événement qui leur soit accessible et possible. Donc comment on va compléter l'offre événementielle, culturelle du territoire. C'est ce qu'on a voulu proposer en mélangeant le théâtre extrêmement contemporain aux musiques actuelles et de l'aventure des Nuits Carrées. Parce qu'au départ des Nuits Carrées, il y avait du théâtre aussi. Il y avait du théâtre, ça a duré vraiment sous forme théâtrale contemporain 2 années. Ensuite, ça a glissé sur des formes même de danse, puisqu'on a accueilli des très grandes compagnies de danse sur le site des Nuits Carrées. Et ensuite, on s'est rendu compte d'une chose assez simple. Il est très compliqué de proposer du théâtre et de la danse sur un site de plein air, qui plus est celui du Fort Carré, qui est un site aussi beau qu'il est difficile à exploiter. Et là, à nouveau, on se rejoint avec une vision très simple de complémentarité. Le théâtre et la danse, les gens vont pouvoir y assister dans des salles qui sont dédiées à ça. Et le constat était simple, les soirées musique actuelle ramenaient 2-3 fois plus de monde que les soirées pluridisciplinaires. Donc, on est à l'écoute du public, on est attentif aussi au modèle de l'événement. À l'époque, c'est combien? 2 soirs tu fais On fait 2 soirs. 2 soirs. On produit 2 soirs jusqu'à 2017, jusqu'à la 11e édition, c'est-à-dire qu'on fait 10 éditions sur 2 soirées en musique actuelle, en étant attentif aux tendances et à l'accessibilité de l'événement, à son rôle qui relève du service public.
puisque c'est un projet qui est conjointement mené avec le territoire qui l'accueille, et pas une action de production musicale qui va venir s'installer sur un site pour en faire commerce, on va dire. Parler des Nuits Carrées sans dire qui est Sébastien Amar, on se rend bien compte que ça colle pas, quoi. Toi, tu es quelqu'un, j'ai un peu regardé ton histoire, qui est issu de la culture jazz plutôt. Hein. Absolument. C'est comme ça que tu démarres dans la musique? Raconte-nous ça. Ma vie dans la musique a débuté par le jazz et par une rencontre absolument incroyable. J'étais jeune musicien, jeune batteur de rock, de pop. Et puis un jour, je marche dans les rues d'Antibes et je me retrouve place Nationale et il y avait une scène du off de Jazz Avion. Je te parle de ça, j'avais 16 ans. Et il y avait sur cette scène une espèce de formation de jazz fusion, musique que je ne connaissais pas. Jazz World Fusion. C'est quoi ton instrument, toi, à l'époque? La batterie. La batterie. Et je suis avec un copain à ce moment-là, et je le regarde, et je lui dis, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Et de ce jour, je n'ai jamais quitté le chemin. J'ai changé de côté de chemin, mais le chemin est resté le même. Et j'ai voué ma vie à la musique. Et tout est parti de là, en me disant que j'avais le courage et la motivation de devenir musicien professionnel. Et je suis rentré dans des univers associatifs liés à la musique de jazz. J'ai accueilli énormément de musiciens, très jeune. J'ai côtoyé beaucoup de musiciens. Et puis j'ai vu la souffrance des artistes de jazz, la difficulté que c'était de vivre de sa musique, bien qu'on puisse être un excellent musicien. Et ça a déclenché une autre logique et une autre urgence. C'était que mon rôle allait être celui de les rendre plus heureux. Et en rendant les musiciens plus heureux, je participerai à rendre le public plus heureux. Tu deviens quoi, agent, producteur? Je deviens au départ transmetteur, c'est-à-dire celui qui est au centre de la transmission et qui crée les conditions de celle-ci. Créer les bonnes conditions de jeu d'un artiste pour que son œuvre passe de la plus belle des manières vers celui qui la reçoit. S'il n'y a pas ce pivot de transmission, il manque quelque chose. Et c'était recréer quelque chose de plus horizontal entre l'artiste et le public. On a hérité du rapport artistique de la Renaissance, qui a un rapport extrêmement vertical. L'artiste propose, le public dispose. Moi, j'ai essayé toute ma vie de participer à quelque chose de plus horizontal. Et ça a été l'enjeu des 15 dernières années de mon parcours, remettre le public au centre de la réflexion de la transmission. Parce que souvent, le public, il a été oublié. On produit un concert, on fait un coup, on met une tête d'affiche, le public, il consomme, terminé. Moi, j'avais envie de remettre le public au centre du processus de création et de transmission. Et donc ça rejoint les notions d'accessibilité qu'on a partagées avec la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Et tout ce travail-là, tout ce chemin-là, Sébastien, tu le fais comme ça, au feeling, en fait. T'as pas une formation spécifique? C'est les rencontres? C'est quoi qui t'amène sur ce... Je le fais au feeling et au terrain de l'expérience, Ouais. c'est-à-dire qu'entre 20 et 35 ans, Oui. on va dire, j'ai une soif irrassasiable de connaissances et d'expérience. Donc entre 20 et 35 ans, je travaille partout où je peux travailler, dans l'événementiel, hors culture et artistique, pour apprendre les règles de l'événementiel. On a la chance d'être sur un territoire extrêmement riche en événements de très grande envergure. Donc je fais mes armes sur le Midem, ce qu'il était à l'époque. Je fais mes armes sur les très grands salons, les très grands congrès cannois. Et je me tourne vers les mentors du métier, qui me prennent sous leur aile et qui m'amènent ailleurs. Et j'ai eu la chance de travailler pendant des années au Printemps de Bourges, j'ai travaillé au Festival Chorus de la Défense, j'ai travaillé à peu près partout en France pour aller picorer des expériences et comprendre ce qui se faisait ailleurs et ce qui pouvait être adapté à notre territoire, à la typologie de ce territoire. Dans cette période-là, je me retourne vers le management d'artistes et j'ai la chance, et c'était le fruit du travail de résidence d'artistes qu'on faisait avec la Fondation Hartung Bergman à Antibes à l'époque, ça a été 6 ou 7 années extraordinaires. C'est quelle époque, ça, Sébastien? Je dirais entre 2009, 10 et 2015. Et à cette occasion, à la Fondation Hartung, j'accueille un des artistes dont je suis le plus fan dans le monde du jazz francophone, Boyan Z. Énorme pianiste, discographie absolument incroyable. Et je déjeune avec lui, et ce gars me dit « J'aimerais te confier ma carrière ». Waouh. Alors moi, j'ai pas 35 ans, je suis face à un artiste qui est signé dans les plus gros labels français, qui fait 300 dates par an dans le monde entier. Ok, let's go. On y va, et je rajoute ça à mon quotidien. Et ces 5 années de travail autour de lui me remettent proche de l'artiste. Je vis des expériences absolument incroyables. Je recolle aussi au monde du jazz qui m'est cher. Et arrivé à mes 35 ans en 2015,
je ressens la nécessité de faire un pas de côté, de regarder tout ce que je venais de faire pendant pratiquement 15 ans et de me dire si je veux continuer à avancer, il va falloir que je formalise quelque chose, que je fasse une pause. Et étant donné que j'avais travaillé toute ma vie, de 16 ans à mes 35 ans, en ayant eu le bac entre-temps, j'avais envie d'aller confronter toute cette expérience à un schéma plus Théorique. plus empirique. Et j'ai eu la chance d'intégrer à ce moment-là le Conservatoire national des arts et métiers, le centre d'économie sociale du Conservatoire national des arts et métiers, accompagné par la ville d'Antibes, Jean Lépin à ce moment-là, pour aller tenter, à 35 ans, sans avoir fait d'études, d'obtenir un Master 2 en 2 ans dans un haut lieu de la formation professionnelle et universitaire qu'est le CNAM de Paris. Et je me prends de passion pour le sujet de la recherche. C'est-à-dire que je sors du terrain, je réfléchis et je participe à une réflexion commune, plus littéraire. Et je me prends vraiment de passion pour ça. Et j'écris un document de recherche qui est d'ailleurs appelé par le Centre d'économie sociale du CNAM de la recherche-action. Et j'écris, je crois, 400 ou 500 pages sur un sujet qui concerne la prise en considération des publics dans les processus de production artistique et culturelle. Tu reviens toujours là, hein, le public. Toujours. Sorti de là, ma vie a changé. Mon regard a changé sur les choses. La gourmandise du terrain, le toujours plus pour le volume. Ce qui revient au centre de ma réflexion, c'est pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui nous anime exactement, et la question simple qu'on peut poser à n'importe qui, quel est ton projet? Et en remettant ça au centre de la table, je comprends, pour avoir navigué entre le monde de l'industrie du business, tout en naviguant sur des territoires avec des notions de service public importantes, j'ai compris à ce moment-là que ma place n'était pas dans l'industrie, au sens commerce du terme, que je ne serais pas un acteur du business de la musique. J'ai compris que j'allais me servir du business pour alimenter l'action culturelle qui était la mienne et qui relève du service public. Et en ayant mélangé ça, j'ai construit les 10-15 années d'après. Ce parcours-là qui est atypique, qui est unique, quoi, qui fait de toi un professionnel hors norme, je dirais, il te ramène quand même tout ce que tu vas picorer, toute cette richesse en fait que tu construis professionnelle, tu la ramènes sur un territoire qui est le territoire d'Antibes, parce que tu es aussi un homme d'ancrage. Parce que t'installer sur un lieu comme ok, d'accord, on a compris, tu rencontres le maire, il te propose le site, etc. Mais ça aurait pu ne pas te parler. Et toi, tu es quand même quelqu'un qui a besoin de sites. Hein. Tout ce que tu fais, ça se fait autour de sites qui sont des sites, je dirais presque iconiques, quoi. Hein. Le Fort Carré, maintenant, les Nuits Carrées ont basculé sur le Pré des Pêcheurs, qui est le site, on est en plein cœur de ville, au pied des remparts. Et ça c'est toi aussi. Une action, pour moi, réussie, quand j'ai eu l'occasion d'intervenir justement suite à mon cursus universitaire, entre guillemets, il y a des cases qui se cochent dans le processus de création d'un événement. Et moi, je trouve que la plus belle, c'est celle qui fait résonner l'événement avec le patrimoine qui l'embarque. Je suis un amoureux d'Antibes, je suis un amoureux du patrimoine, je suis un amoureux d'architecture. Je regarde beaucoup autour de moi. Et Antibes, c'est plutôt inspirant. C'est ce qui a amené plus tard l'interprétation de l'environnement urbain. Je suis quasiment obsédé par la transformation d'un territoire et la résonance au patrimoine. Parce que quand on résonne avec le patrimoine, on implique les gens. Quand les Nuits Carrées basculent du Fort Carré au Pré des Pêcheurs, ça se fait dans quelles circonstances? Alors c'est très simple. On est passé sur le Pré des Pêcheurs en 2021. Okay. Donc, ça sent quand on réfléchit bien, c'était à la suite du seul arrêt qu'il y a eu en 2020 de la production du festival. Et on est allé sur le Pré des Pêcheurs pour les meilleures raisons du monde. Parfois, on m'interroge beaucoup sur le Fort Carré, c'était mieux avant, Fort Carré, c'était beau. Le Fort Carré, c'était extraordinaire. Site d'exception. Mais quand on traverse la crise du Covid, la résonance, l'enjeu d'une action culturelle comme les Nuits Carrées ne peut avoir de sens qu'au plus proche de ceux qui en ont besoin. Et ceux qui en ont besoin, ce sont les habitants, les commerçants, les acteurs du cœur de ville. Et là, tu te rapproches d'eux. Parce que c'est là qu'on a besoin des Nuits Carrées. On en a besoin. Et sur cette année-là, en 2021, il faut savoir que 80% des festivals français ne se jouent pas. On fait partie des 20% qui jouent le festival dans des conditions extrêmes, assis, distanciés, masqués et sans débit de boisson, nourriture et avec couvre-feu. Et il y a un mouvement national de l'industrie du divertissement qui se crée et qui fait une action de lobby
national qui s'appelait Debout les festivals, en tenant un discours sur le fait qu'un festival ne pouvait exister et se jouer que de la posture debout. Alors moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. J'ai échangé avec beaucoup de confrères en France, partout. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre de quelle manière l'industrie du divertissement pouvait utiliser un petit peu l'enjeu culturel derrière leurs enjeux commerciaux à eux. Par contre, moi, je me suis rendu compte que c'est pas ça, moi, qui m'anime. Ce qui m'anime, c'est que la transmission se fasse. Je ne sais pas si tu vas voir un festival de danse dans un théâtre. Moi, je suis pas debout, je bois pas des bières. Enfin, j'apprécie. Et en musique, de tout temps, des musiques qui s'écoutent assises. Mais du coup, ça m'amène une question. Quelle définition tu donnes de festival? C'est une excellente question. Ah. Parce que justement, je l'ai beaucoup posée, je la pose beaucoup à des jeunes étudiants ou des stagiaires ou des alternants qu'on accueille, puisque la question qu'il faut se la poser. Et la meilleure définition que j'ai eu la chance de recevoir d'une très grande dame des festivals français, qui est Béatrice Massé, la fondatrice, directrice pendant 40 ans des Transmusicales de Rennes, qui pour moi est un modèle de déploiement d'événements musicaux sur des territoires. Je lui ai posé cette question dans le cadre de mes recherches, et elle m'a dit, Sébastien, un festival, c'est une parenthèse dans le quotidien. Une parenthèse de bonheur, moi je rajouterais. C'est un espèce D'énergie. de pic Oui. dans la rencontre entre l'artiste et le public, très éphémère, qui n'existe qu'un temps et qui crée ce qu'on peut appeler, en certains termes, un highlight de la rencontre. Le théâtre, les salles de concert, les clubs étant le quotidien de la rencontre. On peut aller en club. Ici, on est dans un club de musique. Il y a des gens qui viennent tous les samedis ici. Le lien se fait à l'année. L'expérience festival, c'est une parenthèse. Et pour moi, c'est la plus belle des définitions. Est-ce que l'ambiance qui règne autour d'un festival, ça fait partie aussi de cette définition-là? Comment tu décrirais les Nuits Carrées, justement? Comment ce festival-là se distingue? Par un public particulier, par un lieu, par... J'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, l'expérience festivalier, ce que ça crée en termes de lien social et d'expérience sociale, est aujourd'hui plus importante que de mettre des artistes sur scène. oui. L'artiste sur scène est un prétexte de rassemblement, de fédération des publics pour vivre une expérience commune. Mettre un artiste sur scène n'est pas une fin en soi. Tout le monde peut le faire. Par contre, créer quelque chose avec le public, le prendre en considération, le fédérer, l'animer, lui faire vivre une expérience, ça c'est le métier de direction de festival. Aujourd'hui, tu as beaucoup de festivals qui pour moi sont des salles de concert en plein air. Tu payes ta place, tu rentres, tu t'assois, tu regardes tes 2 concerts, et puis tu te barres. Où est l'expérience festival là-dedans? Je crois qu'il n'y en a pas vraiment. Oui. Avec une succession de concerts, en fait. Hein. Est-ce qu'on peut appeler ça un festival? Je sais pas. Tu as des festivals qui se passent en salle, Flo. Ouais. En hiver, tu as dans certaines régions des festivals géniaux qui se passent dans des salles. Je pourrais faire un festival à la school. Il ne prend de sens de festival que s'il ouvre une parenthèse inhabituelle dans le rapport aux choses et dans sa manière de l'aborder. Je suis complètement d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir un site de plein air, mettre 100 000 personnes avec 100 000 sièges, faire 2 concerts dans la soirée. Est-ce que ça va définir un festival? Pour moi, pas forcément. Parle-moi de ton public. Les publics qui ont fait l'âme des Nuits Carrées depuis sa création, est-ce que tu te rends compte en 20 ans le changement de comportement à l'égard de la musique, des événements? Donc nos publics ont traversé le temps, à l'image de notre société. Il y a 15-20 ans, on était capable de proposer des plateaux artistiques qui mélangeaient des artistes de niche très pointus qui allaient rassembler un certain public. Et puis depuis 20 ans, ce public, il a pris 20 ans, comme moi. Les choses changent. Et le regard le plus important à porter dans le rôle d'un festival, je crois, un festival comme les Nuits Carrées, après chacun son truc, chacun son sujet, je veux dire. Et c'est le regard qu'on a voulu porter avec le maire d'Antibes, Jean Lépin, c'est à un moment donné, de tout temps. Quelle génération a fait vivre la musique? C'est les jeunes. Il ne faut jamais oublier ça. Quand, dans les années 60, les jeunes écoutent Led Zeppelin, mais les parents, ils sont complètement gaga ou quoi? Et ça, c'est un schéma qui s'est répété et qui n'a jamais changé. C'est le public jeune qui consomme de la musique parce que la musique lui apporte quelque chose de constitutif.
On se construit avec la musique. Quand tu fais venir Caris en 24, c'est à ça que tu réponds aussi. Alors, c'est à cet appel-là. Je réponds à plusieurs choses avec Caris. Tu prends un exemple qui est un petit peu plus tout-terrain. Parce que Caris, au moment où je le fais, je suis conscient de la posture légendaire du gars, et je suis conscient aussi que c'est pas Caris qui touche les plus jeunes. Caris, il va toucher des jeunes, mais il va toucher surtout des trentenaires, quarantenaires qui ont vécu son ascension. Donc c'était un excellent moyen de mixer les publics. Et c'est ce qui s'est passé. C'est une bascule, la venue de Caris, dans l'histoire du festival? La bascule, elle est arrivée, je vais te dire, oui. Enfin, cette édition-là est une bascule. Oui. Quand on s'est posé, je vais te dire exactement ce qui s'est passé. En 2023, on fait une édition qui était un peu la patte des Nuits Carrées. C'est pour ça que l'écoute et l'attention, il ne faut jamais être sûr de soi, il faut remettre en question en permanence. Là, tu prends un risque en plus. Hein. Mais tu prends toujours un risque. Quand tu ouvres un événement comme les Nuits Carrées, c'est souvent ce que je dis, tu fais tapis. C'est un an de travail mis sur la table. En 2023, on fait une édition très particulière. L'affiche est derrière moi, je crois, avec ce qui était un peu la signature ADN des Nuits Carrées, avec une soirée très rap, une soirée plus world, électro, machin truc. Et on fait une soirée dédiée à ce qui me semblait avoir du sens dans le parcours de la musique aujourd'hui en France, dédiée à la chanson française. Et on monte un plateau de ma boule, avec Stéphane Echer, Pierre Demar, Émilie Simon, enfin un truc magnifique. Et on se vautre. On se vautre parce qu'on se retrouve à avoir un festival sur 3 soirs qui nécessite de travailler sur 3 festivals. Parce que les 3 cibles de public sont tellement différentes que tu n'as même plus les mêmes canaux communs pour toucher les gens. Et la manière de consommer la musique d'un public de Stéphane Echer n'est pas celle de celui d'un artiste de rap. L'intention était bonne et noble, on sort de ça et on réfléchit avec le maire d'Antibes, Jean Lépin. Et puis on en arrive à la conclusion commune de la mixité du public, cette mixité-là, non. Et on revient à l'histoire initiale de la complémentarité. La personne qui veut aller voir Stéphane Echer, elle va en théâtre, elle va au Palais des Festivals de Cannes, voir Stéphane Echer dans des conditions optimales. Les Nuits Carrées n'ont rien à apporter à cette approche-là. Les Nuits Carrées doivent rester attentifs à l'écoute des publics jeunes. Ceux qui font la vibration des festivals, ceux qui les font vivre, vibrer et exister. Et donc là, 2024, c'est parti. On tourne la programmation davantage sur les publics plus jeunes. Et là, les Nuits Carrées font. Mais peut-être que cette erreur-là, il fallait la commettre pour... Mais il faut les commettre. Il faut les commettre. Et tu peux les commettre quand tu es à ta 17e édition, parce que tu as l'expérience pour la commettre. Et tu as l'expérience surtout pour t'en remettre. Tu as les fondations. Mais tu as les bases. Quand on lance Caris, l'édition suivante, avec tout ce qui est arrivé, tout le monde vient me voir. Tu te rends compte, tu vas tourner le dos aux entreprises du territoire, avec leurs attentes, l'espace vie pro, tout ce qu'on essaye d'animer sur notre territoire avec les relations aux entreprises et aux professionnels, etc. etc. Moi, je me dis, je crois pas. Parce que les entreprises ont les mêmes enjeux que nous, en fait. Quand on est à proximité du territoire de Sophia Antipolis, on est à proximité d'entreprises qui ne travaillent pas pour les seniors, pour la plupart. Travaillent pour les générations à venir. Donc ça les intéresse d'observer, de faire partie d'expériences un peu uniques qui touchent les jeunes. Comme un laboratoire. Et tout a été propulsé par ça. Et puis ensuite, tu peux avoir des levées de boucliers propres à la programmation artistique. Quand tu fais venir un Caris, tu as quelque chose d'ancré dans la mémoire commune, comme quoi ça serait c'est la soirée qui s'est le mieux passée de toute l'histoire des Nuits Carrées. Le mec absolument adorable, qui a joué le jeu avec tout le monde, c'est un mec qui a bientôt 50 balais. Il a fini de se bagarrer, il se bagarrait il y a 20 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc on continue. Alors après, moi j'ai toujours été animé par un truc, c'est génial, puisque la musique c'est sans fin pour ça. Mais en fait, la richesse musicale de la scène urbaine, la manière dont elle se renouvelle aujourd'hui, c'est tellement riche que tu continues à te régaler, à proposer des choses à ces publics-là. Et moi, en plus, ça me permet de rester à l'écoute de ce qui se passe. Et du coup, je découvre des trucs incroyables. Quand l'année dernière, j'écoute Théodora, son premier titre, je me prends une claque volée dans les dents. Enfin, c'est après les Nuits Carrées qu'elle devient Théodora avec un grand T. Je trouve le truc totalement dingo. Je me dis, on va la faire aux Nuits Carrées, il faut la faire découvrir. On la met en première position. Elle ouvre la soirée, quoi. Je raconte à personne l'histoire de ce qui s'est passé après. Aujourd'hui, elle clôture tous les festivals, c'est la plus grosse tête d'affiche. Bon, les Nuits Carrées ont été traversées par ces histoires-là.
parce qu'on est attentif à ce qui existe, ce qui arrive pour les nouvelles générations, et ce qui va permettre de les transformer et de les transcender. Quand tu fais ta programmation de la 20e édition, c'est quoi ton objectif? Alors, j'ai été traversé par une ligne éditoriale, une thématique Ouais. cette année. 20 ans. 20 ans, c'est un anniversaire, il y a 20 bougies sur un gâteau. Un anniversaire, ça se fête. C'est une fête, oui. On garde le mot fête. Et puis pendant 4 soirs cette année, on va faire la fête. Voilà. C'est ce qui a guidé mes pas. Et on va faire la fête tous ensemble. Et pour clôturer en Champagne, la fête de la musique tout court. C'est la première fois que tu fais ça. Célèbre la 4e musique. soirée gratuite, ouverte à tous, avec tout le plateau des Nuits Carrées. On célèbre la musique pour les 20 ans des Nuits Carrées et on l'offre aux habitants pour qu'ils vivent l'expérience. Ce qu'il y a sur scène, c'est une chose. Profiter de l'expérience Nuits Carrées, c'en est une autre. C'est quelque chose de plus. Et donc on l'offre, ça. Redonne-nous ta programmation. Donne-nous ta programmation. Jeudi 18 juin, soirée bien riche en émotions. On ouvre la soirée avec Ebony, qui est une artiste féminine qui a marqué son passage à la Star Academy. Pour être honnête avec toi, quand je l'ai programmé, c'est parce que de la même manière qu'avec Théodora, je me suis pris un titre qu'elle a fait et j'ai dit waouh. Dans la figure. Je la programme et c'est après que j'ai compris qu'elle avait fait la Starac. Tu vois, des fois je suis déconnecté d'un truc. En tout cas, ça montre que je l'ai programmé pour la bonne raison, qui était son titre. On ouvre la soirée par ce pas-là. On continue avec un énorme phénomène afro-urbain ultra populaire qui s'appelle Que Black, enfin, qui c'est hit sur hit sur hit, qui vient se produire avec le gros orchestre de musiciens. Ça va être génial. Et on clôture cette première soirée avec le duo de DJ français qui est en train de cartonner à l'international, Trinix, deux jeunes ultra frais, trop chouettes, une électro qui parle à tout le monde. Ils sont trop chouettes, ces deux garçons, et ils ont ce qu'ils méritent, ils tournent dans le monde entier, ça cartonne, ils remplissent salle sur salle, et ça va être un premier point d'orgue à cette fête des 20 ans. Deuxième soir, vendredi 19 juin, on ancre notre soirée dans notre ADN le plus rap et urbain qu'on pouvait proposer, avec un plateau que je considère être le plateau Maxi Best Of, le meilleur plateau rap urbain de la saison des festivals. Et les jeunes nous le disent, hein. C'est 4 artistes carré d'as. On ouvre la soirée avec TH qui vient de sortir son nouvel album, qui est un artiste qui touche les jeunes, très jeunes, et qui est en train de créer un univers qu'on connaissait pas tout à fait. Il y a une approche du texte, de la musique extrêmement singulière. Et les jeunes s'arrêtent d'ailleurs beaucoup sur ce nom-là. Ah, vous faites TH, c'est incroyable. C'est une espèce de niche émergente que tout le monde écoute, mais qu'on ne voit pas encore trop. Ensuite, on enchaîne sur Timar. Ça a été mon petit chouchou de découverte de l'année. Timar, c'est un jeune artiste avec une esthétique d'une classe. Tu sais, c'est le genre de mec qui fait... pour moi, il ne fait pas du rap, c'est de la chanson urbaine. Et qui tourne ses clips dans des lieux comme la Villa Hélène Rock, tu vois, c'est-à-dire en costard, accompagné d'un grand piano classique. Il y a une élégance que tu ressens dans la musique. Après, on rentre dans les 2 poids lourds de l'édition. En premier lieu, la Mano 1.9, énormissime, hein, des artistes les plus écoutés, les plus streamés de ces 2 dernières années par les jeunes générations. Et on finit en fanfare extraordinaire, tournée vers la pop afro-urbaine qu'on aime bien avec NASA, qui a un phénomène extra-musical, c'est un phénomène humain. NASA et Que Black, c'est 2 potes. Hein. Tu risques d'avoir un au concert de l'autre. Alors, si Que Black reste, peut-être, il joue la veille, mais on est dans les mêmes univers en tout cas. Et NASA est un petit peu, si tu veux, le patron de cet univers. Et parce qu'il transcende la musique, son succès dépasse sa musique, c'est le personnage qui est incroyable. Il est génial, il est marrant, il est drôle, c'est trop chouette. Donc voilà, là on finit avec NASA. Ceux qui vont vivre cette soirée, de 18h30 ouverture à minuit 30, en sortiront changés. Une fois cette soirée d'exception passée du vendredi 19 juin, on rentre dans le samedi 20 juin, nouveau pas dans la fête, et là j'ai tourné la programmation davantage vers les musiques électroniques. Là, une soirée tournée autour de l'histoire de la musique électronique et du renouveau de la musique électronique. On rentre dans la soirée par une artiste pop électro antiboise qui est en train d'avoir un parcours national extrêmement intéressant, qui s'appelle Ophé, que j'avais découvert ici à la School, et je me suis dit c'est la trop belle occasion de la faire venir. Elle va ouvrir la soirée, c'est une fille qui a une pêche d'enfer. On enchaînera avec une autre
artiste, formation de notre territoire, qui s'appelle Coco Garel. Ça, c'est une histoire tout à fait intéressante, puisque Coco Garel a fait ces 3 dernières années des tubes interplanétaires dans le monde de l'électro. J'ai accueilli cet artiste avec 8 musiciens en résidence pour créer un spectacle musical, joué, instrumental, autour de cet artiste. Ça a été une expérience géniale. On a participé à l'incubation, à la création de ce projet. On poursuit au Nuit Carré, on le présente au Nuit Carré, ça va être trop chouette. Ça va être absolument génial. Nouveau pas dans la soirée, là on rentre dans la légende, on rentre dans l'histoire, on rentre profondément dans l'histoire de l'électro. On accueille Cassius. Cassius, c'est une pierre angulaire de la French Touch, constitutive de l'histoire de la musique électronique française dans le monde, comme ont été les Daft Punk, c'est la même famille d'artistes. Suite au décès d'un des 2 artistes fondateurs de ce groupe, le second a décidé de mener l'histoire de Cassius loin de la perpétuer, et il viendra la jouer en live sur le festival. C'est extrêmement attendu par toute une génération. Donc là, autant te dire que la température de la soirée à ce moment-là va commencer à être quand même assez élevée. On parle pas de canicule, là. On parle de canicule musicale. Et dernière étape de la soirée, celle qui va toucher des plus petits aux plus grands, dans tous les sens du terme, et qui fait le lien de tout ce qui vient de se passer pendant 3 jours, bon entendeur, phénomène de la scène musique électronique, qui nous ramène dans l'histoire de la chanson française et qui nous amène aussi vers l'avenir de la musique électronique, va clôturer cette soirée, mais en feu d'artifice musical. Et encore une fois, je pense que les gens qui auront vécu cette soirée de 18h30 à minuit 30 sortiront de là sonnés, traumatisés positivement par les vibrations qu'ils auront prises. Ça va être magique. Ça va être magique. Je te fais un peu redescendre sur Terre, là, parce que là, on est parti... Dans les étoiles. Ouais, on était dans les étoiles. Quand tu fais venir quelqu'un comme NASA, et qu'en pré-vente, je crois qu'on a le billet à 35 € ou quelque chose comme ça, comment tu fais? Parce que quand il passe ailleurs dans les grandes salles parisiennes, c'est pas à ce prix-là qu'on C'est une excellente question qui va dans le sens de ce qu'on se disait tout à l'heure. Explique-le simplement, parce qu'on a des auditeurs qui ne sont pas spécialement Très simplement, la notion de service connaisseurs. public. Le Festival Nuit Carré est financé en partie dans son modèle par des fonds publics, des subventions publiques qui rassemblent les subventions de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins, de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, de la région sud, du département des Alpes-Maritimes et de l'État. C'est une partie du financement global de la manifestation. C'est une des 3 parties fondamentales. Et ça, c'est très intéressant pour les auditeurs de le comprendre. Le modèle du festival, d'un festival quel qu'il soit, se construit sur 3 curseurs de financement. Le financement public, le financement privé et sa propre capacité à générer de l'autofinancement. Notre capacité à générer de l'autofinancement, c'est notre capacité à vendre des billets et à vendre des ressources qui permettent d'engendrer des fonds. Pour moi, l'équilibre le plus horizontal et parfait, c'est d'avoir ces 3 curseurs à parfaite égalité, pour mettre les responsabilités de chacun à égalité. Et je vais vous expliquer ce que je pense être le rôle de chacun. Les financements publics, de manière transparente, doivent revenir uniquement et seulement que dans la poche des publics. C'est grâce à cet argent qu'on fait baisser le prix de la place. On affecte le financement public à la politique tarifaire et à la notion d'accessibilité qui relève du service public. Le financement privé, lui, participe à ton événement logistique technique. L'autofinancement, c'est ta liberté artistique et ta liberté d'emploi, le contrôle artistique de ton événement. Pour les auditeurs que ça intéresse de savoir comment on monte un festival, comment tu fais ta programmation, etc., tu as fait un podcast qui s'appelle La parenthèse des fous, que je conseille vraiment d'écouter parce que c'est des petites pastilles simples à écouter et qui décodent tout ce milieu-là qu'on ne connaît pas finalement. Quand on paye sa place de festival, on ne sait pas ce qu'il y a derrière en coulisses en réalité. Et je trouve que c'est vraiment bien de t'écouter dans ce podcast-là. C'est facile, c'est abordable et ça nous ouvre comme ça une autre vision sur ce que c'est qu'un festival. C'était une chouette initiative. J'ai senti la nécessité de le faire l'année dernière parce que justement, on parlait tout à l'heure du lien entre l'industrie et l'action culturelle. Et bien évidemment, tout ça étant quand même assez opaque, le public peut facilement se prendre les pieds dans le tapis de la compréhension de ce qui différencie tel et tel festival où il va.
Donc la parenthèse des fous, ça venait répondre un peu à ça. Accompagner les gens à comprendre qui fait quoi, comment, dans quel but, et pourquoi c'est un monde de fous. Et oui, qui sont les fous? Ceux qui le font, ceux qui font les festivals, et ceux qui les font vivre. Dans le bon côté des choses, aujourd'hui on accompagne beaucoup de jeunes dans des initiatives de création de festivals. À la fin, les jeunes ils te regardent, tu les accompagnes, tu te dis vous êtes complètement fous de faire ça, quoi. Sébastien, si tu te retournes là sur les 20 ans, qu'est-ce qui t'a créé le plus d'émotions? Est-ce qu'il y a un moment clé, un moment où tu t'es planté, un moment où tu as eu le sentiment de passer un cap? Qu'est-ce que tu gardes de ces 20 ans? La larme à l'œil que je peux verser encore après 20 ans, quand je fais un pas de côté, que je regarde... C'est pas forcément une larme quand non, je non, te non, demande. attention, une larme positive, D'accord. une larme de bonheur, De bonheur. de joie, quand je peux regarder une fosse de 4000 personnes avec le sourire, ça me le fait encore, hein. C'est trop beau quand ça marche et que la transmission se fait et que tu as une communion parfaite du public. Moi, il y a des moments comme ça, quand... Grâce. De grâce. Quand à un moment donné, tu as 4000 personnes qui chantent la même chose au même moment et que tu regardes des gamins qui ont les larmes aux yeux de bonheur, Voilà, j'ai un frisson qui me traverse là. c'est dingo. Et ensuite, j'en garde aussi les expériences douloureuses parce qu'elles sont fondatrices. Quand tu fais des éditions en lesquelles tu crois, que tu déploies une énergie dingue et que tu te trompes dans la manière d'amener pour fédérer le public qui est nécessaire au modèle du festival et que tu te retrouves à perdre de l'argent, beaucoup d'argent. Et ça, quand ça arrive, ça fait mal. Ça te met en colère, ça te remet en question. Tu sais, on a tous cette réaction, hein, quand il y a un truc qui ne va pas, tu te mets en colère contre les autres. Tu te mets en colère contre le public. Mais pourquoi vous n'étiez pas là? Pas le public le responsable. C'est moi le responsable. J'ai pas su écouter, entendre, etc., etc. Donc ça, quand ça arrive, c'est douloureux, mais c'est formateur. Et t'en sors grandi, plus fort et meilleur. Là, tu as regardé le passé, maintenant regarde vers l'avenir. Après le passage des 20 ans, qui est un moment clé de fête, on a compris, avec une programmation qui fait vraiment vie. Comment tu les vois évoluer, les Nuits Carrées? Je les vois évoluer comme continuant à être un outil de sublimation de notre territoire et de ces publics-là. Un outil de résonance, du patrimoine, de l'attractivité de notre territoire. Je suis très attaché à ça. Je ne sais pas quelle forme ça prendra. Il y a 5 ans, je ne le savais pas. Oui. Mais ça restera un outil très fort, extrêmement crédible, parce que forcément, à partir de 20 ans, tu acquiers une crédibilité, une légitimité industrielle qui te permet de faire des choses. La confiance que les gens te portent, que ce soit l'industrie, les politiques publiques. Donc c'est comment, après, dans l'avenir, tu capitalises sur cette confiance pour continuer à sublimer ton territoire et cette résonance de public. On verra, mais ça restera ça. Alors allons voir ce que les Nuits Carrées nous réservent. Ouais, c'est un formidable outil. C'est un formidable outil. Une action culturelle, artistique, c'est un outil social. Et je vais employer un mot qui est tellement souvent mal utilisé aujourd'hui, on le sait tous, hein. Quand on fait un festival, on fait de la politique au sens noble du terme, pas au sens politicien. Oui, mais c'est très politique, je suis d'accord pour... La je suis politique très d'accord. de la société, Ouais, ouais, ouais. au sens environnemental, social, de l'intérêt commun. Ouais, ouais. Mettre Caris sur scène, c'est un acte politique. Et attention, c'est là qu'il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis. C'est pas un acte d'engagement politique. Ni de provocation. Mais non, c'est un acte de fédération populaire politique. C'est une énorme différence. Moi, je suis très fier de ça. C'est participer à la transformation de son territoire, quelle que soit la taille des actions. D'ailleurs, on voit bien que dans l'histoire des Nuits Carrées, il y a bien un truc qui a marqué ce festival, c'est que j'ai pas été le plus gourmand des producteurs de spectacles, hein, à l'inverse de certains confrères sur le territoire, que je comprends tout à fait, qui sont animés par des très bonnes raisons. Parce que j'ai pas envie. Parce que le format des Nuits Carrées est adapté à la typologie de la ville qui l'accueille. Et ça restera comme ça. C'est un outil de relations humaines, et à une jauge de 4000 par soir, tu gardes ça. Quand tu passes 6, 7, 8 par soir, tu changes ça. Le rapport est plus le même. Tu as moins de proximité. C'est plus dur de créer du lien. Parce que c'est plus massif, c'est beaucoup plus volumineux. Moi, j'aime cette jauge. J'adore cette jauge. Sur le Pré des Pêcheurs, on aurait pu faire 10 000 de jauge. Oui, hein. oui, oui. On tourne la scène, Ouais. on la met dos à la grande roue, on joue dans la longueur, tu fais 8, 9 000. Faire ça répond à quelle question? Tourner la scène, 8, 9 000, bah, ça répond à la question de je veux faire plus gros, quoi. Moi, la question du je veux faire plus gros, elle m'intéresse pas énormément. Moins mais mieux. Les petits pas font les grands chemins.
Il reste des places ? Oui, il reste des places, oui. Oui, il reste des places. Il reste des places, ça part bien, ça se vend super bien, ça va être un carton énorme, hein, les Nuits Carrées cette année. Il faut savoir que la politique des préventes aujourd'hui, dans les festivals et dans les concerts de manière générale, il ne reste plus de place à Céline Dion. Quand les trucs sont tellement rares et tout ça, aujourd'hui on accompagne aussi les publics. Les publics agissent plus de la même manière. C'est dur d'anticiper dans le monde dans lequel on vit. On ne sait pas de quoi va être fait après-demain. Est-ce que dans une semaine tu vas pouvoir prendre ta bagnole ? Aujourd'hui, moi, je suis pas sûr. Donc, les gens, ils sont prudents, tu les accompagnes, heureusement, ils sont là. Mais moi, le premier, prendre une place de spectacle 1 an à l'avant, je le fais pas beaucoup. Hein. C'est que sur des trucs complètement exceptionnellement rares. Et puis, accueillir les publics jeunes, ça rajoute une responsabilité gigantesque. Hein. Oui, bien sûr. Faut pas oublier que quand tu accueilles des publics mineurs, les parents te confient leur sécurité morale et physique. Il n'est quand même pas question de renvoyer les jeunes chez eux, abîmés de leur expérience festival. Il faut les renvoyer émerveillés et grandis de cette expérience. Et ça, c'est une relation que tu fais justement aux habitants, aux parents qui te confient la responsabilité que tu ne peux pas faire sur une jauge à 10 000, tu peux encore la faire à 4 000. Pour finir, Sébastien, j'aimerais que tu parles à ton public, en fait. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Rester attentif à ce qui se passe autour de nous. Je crois que la clé de notre épanouissement collectif repose sur le fait de regarder ce qu'il y a au bout du chemin et ce qui nous entoure au quotidien. Malheureusement, aujourd'hui, on a une tendance à réduire le monde dans lequel on vit dans une espèce d'objet rectangulaire que tout le monde a dans la poche, mais qui ne permet pas de regarder ce qui se passe à 10 cm de toi. Je trouve que c'est quelque chose de merveilleux de regarder le monde dans lequel nous sommes. Parfois, c'est dur, hein, parce que ça veut dire qu'il faut regarder les réalités en face. Mais regarder au loin, c'est se dire aussi que l'art et la culture resteront à jamais. Ça l'a toujours été, Florence. Et soyons pas trop durs avec ceux qui participent à l'écriture de l'histoire. Ok. Message reçu. Merci Sébastien. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Acteur d'Antibes-Juan-les-Pins, un podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Réalisation Jean-François Diaz. Au micro, Florence Bellon.